Jacques Rouillard, merci de nous recevoir et merci de nous accorder du temps pour nous rappeler des pages très importantes de l'histoire du mouvement ouvrier au Québec. Oui, oui. Alors, on aimerait ça revoir avec toi ton cheminement, ce qui t'a mené à ces recherches-là. Oui, j'ai fait mes études au séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, le cours classique, et j'ai suivi des cours d'histoire, et j'ai suivi le cours d'histoire de Jacques Lecourcière. Il devait être très jeune à l'époque. Oui, il était très, très jeune à l'époque. Mais lui, ce que j'aimais, il faisait des rapports entre l'histoire et l'actualité. Et ça m'intéressait beaucoup. Il m'a influencé. Alors donc, quand j'ai terminé le cours classique, j'ai choisi l'option département d'histoire de l'Université Laval. Je fais le bac pendant 3 ans, et puis là, après ça, je m'inscris à la maîtrise. Et à la maîtrise, Jean Melin, un nouveau professeur, jeune professeur, offre un séminaire en histoire du syndicalisme québécois. C'est tout à fait nouveau en 69 pour un professeur de présenter, d'offrir un séminaire en histoire du Québec. Et du surtout sur le monde ouvrier. Histoire des travailleurs, pour la période 1850-1896. Ce pourquoi il avait organisé ce séminaire-là, c'est qu'il se proposait d'écrire une histoire économique du Québec 1850-1896. Et il utilisait beaucoup les journaux. Hein? Et les journaux, il dépouillait les journaux, etc., beaucoup d'informations. Les journalistes sont les premiers historiens. C'est qu'ils font une sélection des événements importants qui sont survenus la veille ou l'avant-veille. Et puis, les éditorialistes l'interprètent. Pour la période contemporaine, évidemment, si vous remontez au Moyen-Âge, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose, oui. Mais pour nous, on a la chance d'avoir accès. Hein? Oui, puis... Où on trouvait ces journaux-là à l'époque? Alors, à l'époque, c'est bien différent de nos jours. C'est bien différent. Alors, au départ, à la fin du 19e siècle, on consultait les originaux à la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, l'Assemblée législative du Québec, il fallait dire à l'époque. Alors, il y avait un local, l'Assemblée législative, qui avait copié des reliés des journaux depuis très, très longtemps. Alors, c'est à partir de dépouillement de ces journaux-là qu'il nous faisait travailler, il nous faisait faire des fiches. On faisait des fiches et on lui apportait des fiches. Il remettait les fiches, il gardait un certain nombre de fiches sur l'économie, mais pour le mouvement ouvrier, il remettait ça aux étudiants en séminaire. Hein, pour qu'ils préparent un travail d'une 30aine de pages sur leur sujet. Et, dépouillant les journaux, on a vu qu'il y avait des grèves. Puis il y avait un mouvement syndical, des syndicats internationaux, des Chevaliers du Travail, qui était une organisation venue des États-Unis, donc très actif. Alors là, il s'est dit, il faut absolument que je traite de ce sujet-là, qui est nouveau. Personne n'était conscient de cet aspect-là de l'histoire du Québec. Il faut donc que j'organise un séminaire sur le mouvement ouvrier. Alors, je m'inscris à ce séminaire-là et finalement, j'ai choisi de tracer l'histoire du mouvement syndical au Québec 1850-1896. Il y avait d'autres étudiants qui travaillaient sur les grèves au Québec à cette période-là, d'autres sur les revendications sociales, etc. Donc, il y avait plusieurs travaux d'étudiants. Alors, il m'a demandé de me diriger à la maîtrise, préparer un mémoire de maîtrise. Il m'a suggéré de travailler sur les travailleurs du coton. Parce qu'il y avait beaucoup de grèves au début du siècle dans l'industrie textile du coton. Alors donc, il m'a suggéré ce sujet-là. Alors, j'ai fait des dépouillements, etc., de journaux, des publications du gouvernement fédéral. À partir de 1900, le gouvernement canadien crée un ministère du Travail parce qu'il commence à avoir des conflits ouvriers, l'arbitrage, etc. Le gouvernement s'implique dans l'arbitrage de conflits. C'est Mackenzie King, qui est un futur premier ministre, qui est responsable de la création. Qui est ministre du Travail. Il devient le premier ministre. Il devient plus tard. Ce nouveau ministère du Travail publie beaucoup. Il publie un mensuel sur tout ce qui se passe dans le domaine du travail au Canada.
qui s'appelle La Gazette du Travail, qui sera publiée également pendant longtemps. Puis il produit à chaque année aussi un répertoire des grèves survenues, grèves et lock-out au Canada, un répertoire des syndicats au Canada, hein, un répertoire des législations adoptées par les gouvernements. Hein. Alors donc, il y a une mine d'informations dans cette source-là. La démarche est longue, est très longue. Ça prend la formation d'un historien, qui, donc, d'y consacrer beaucoup de temps à la dimension recherche pour trouver les faits, les événements passés. Alors donc, la deuxième année, et je travaille encore une fois pour lui, je dépouille les documents à partir des journaux sur la période 1900-1915. Et là, je trouve beaucoup de fiches sur la naissance du Parti ouvrier, qui est lié aux unions internationales, fondé par J.A. Rodier, Joseph-Alphonse Rodier en 1899. Alors, je consulte les chroniques dans la presse journalière dans le journal La Presse, qui rencontre des événements qui se produisent dans le syndicalisme, dans le mouvement ouvrier, et qui donnent des nouvelles sur tout ce qui se passe dans le monde syndical. Et en plus de ça, il est chroniqueur. C'est un ancien typographe qui a été mêlé de très près au développement du syndicalisme international à la fin du 19e siècle. Alors donc, c'est un chroniqueur qui donne son opinion. Il fonde le Monde ouvrier, vous allez dire il est biaisé, mais c'est exactement le même de chronique. C'est pas en éditorial. L'éditorial, c'est autre chose dans le journal, mais dans sa chronique d'une colonne, à chaque jour, à la presse, et puis après ça, il y aura un conflit là, en 1904 avec un des journalistes, en tout cas de toutes sortes, qui passe à La Patrie, qui est un journal quotidien ici à Montréal, d'une facture semblable à la presse. Donc, Rodier rend compte de tout ça. Donc, on peut, dans ses chroniques, suivre le mouvement ouvrier. Viendra en 1916 le Monde ouvrier, qui est l'organe de Gustave Frank, qui est l'organe des syndicats internationaux. Gustave Frank est vraiment l'intellectuel par excellence du syndicalisme international jusqu'à sa mort, quoi. De 1916, même avant. Oui, parce qu'il est arrivé comme jeune typographe au Québec oui. À la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça. Il a travaillé aux États-Unis, etc. Puis ici aussi, comme Rodier, travaillé aux États-Unis, s'est venu ici. Et dans ses rapports au gouvernement aussi, bien reçu. Il deviendra président de la commission du salaire minimum dans les années 20. Il est proche du Parti libéral. Oui. Proche du Parti libéral. Au début, il était très socialiste, social-démocrate, mais plus extrémiste. Après ça, il est plus proche du Parti libéral parce qu'il pensait la meilleure façon d'améliorer la législation ouvrière au Québec, c'est de ne pas trop critiquer, d'être compréhensif à l'égard du Parti libéral. Alors, Hamelin me demande, il dit c'est très intéressant, ça, le chapitre. Alors, même si j'avais terminé ma maîtrise, mais j'étais entre ma maîtrise et doctorat, il m'a demandé un été. Il m'a donné pendant un été de rédiger un texte sur le Parti ouvrier. Alors, j'utilise les fiches que j'avais accumulées, je rédige un texte qui est publié, d'ailleurs, alors sur le Parti ouvrier. Donc, vous voyez, le mouvement syndical international, là, est très, très actif à Montréal. Et le syndicalisme international, on se rend compte dans les données du ministère fédéral du Travail qui se répand au Québec. Et qui va donner naissance au syndicalisme catholique. Mais déjà, en 1921, il y a 55 000 membres des unions internationales qui sont au Québec. 55 000, oui. Oui. Et le taux de syndicalisation au Québec, de 1900 à 1960, avec les données du ministère fédéral du Travail, sont les mêmes au Québec qu'en Ontario. Le volume de grève est le même au Québec qu'en Ontario, compte tenu du nombre de travailleurs au Québec. Donc, il n'y a pas de retard du Non, il n'y a Québec pas de retard dans le monde du syndicalisme et dans la propension à la grève. Même la propension à la grève, compte tenu du nombre de travailleurs, est plus élevée au Québec en 1900 et 1940 à cause des grèves très importantes dans des secteurs où le volume de main-d'œuvre est grand, comme le textile, la chaussure. La chaussure. Le Québec est spécialisé au Canada. Une grève dans le textile, là, c'est des milliers de travailleurs en grève facilement. Hein? Le nombre de jours perdus à cause de grève, on le trouve dans les publications fédérales. J'ai
préparais un mémoire de maîtrise avec Hamelin sur le syndicalisme sur les travailleurs du coton au Québec. Ça a donné lieu à une publication, les travailleurs du coton. Et là, par la suite, je me suis inscrit au doctorat à l'Université d'Ottawa, sous la direction du professeur Joe Levitt. Lui, il s'intéressait au nationalisme québécois. Il avait travaillé sur Bourassa, sur Henri Bourassa. Donc, je lui ai proposé le sujet de naissance du syndicalisme catholique, nationaux, des syndicats nationaux et catholiques, et dans le contexte du syndicalisme international, en relation avec le syndicalisme international. Alors, il a accepté. Mais je savais, je le situais contre... Parce qu'il y avait déjà 3 thèses de doctorat qui ont été publiées. Sur le syndicalisme catholique. Sur la naissance du syndicalisme catholique. Alors, il y avait 3 thèses de doctorat, 2 par des clercs, 1 par des laïcs, mais ce n'était pas situé dans le contexte du développement du syndicalisme international. On ne se rendait pas compte exactement de cette présence. Ça semblait né de... Né d'une volonté collective. De la volonté, oui, du clergé, comme en Europe. Oui. Mais sans bien cerner que le syndicalisme catholique était la réponse à l'expansion du syndicalisme international en province, c'est-à-dire en région. Qui était perçu comme une menace. Oui, parce que les syndicats internationaux réclamaient auprès du gouvernement l'éducation gratuite obligatoire, même la création d'un ministère de l'Éducation, on laissait entendre ça, qui était anticlérical, pensait-on, le clergé. On voulait aussi la nationalisation des entreprises de services publics. Alors, pour cette raison, ça faisait un groupe socialiste. Puis, en plus de ça, les syndicats internationaux étaient trop portés à la grève. Ils voyaient le monde des relations du travail dans une perspective trop conflictuelle. Antagoniste. Antagoniste entre patrons et ouvriers. Il fallait donc créer des syndicats parallèles. Et puis, j'ai poursuivi ma recherche. J'ai rédigé cette thèse intitulée « Les syndicats nationaux », mais c'était un mauvais titre. J'aurais dû utiliser « Syndicats nationaux et catholiques ». Parce qu'il existait aussi des syndicats canadiens qui n'étaient pas rattachés au mouvement syndical américain et qui n'étaient pas catholiques. Qui ne voulaient pas l'entendre, le syndicalisme étranger que les syndicats internationaux. Donc, il faudrait former. Alors, c'était fort au Québec, mais moins au Canada anglais. Alors, il y avait donc, avant la naissance du syndicalisme catholique, des syndicats nationaux indépendants qui ne voulaient pas rien entendre. Mais les syndicats nationaux ou les syndicats canadiens à l'époque, au départ, il n'y avait pas de connotation catholique, de confessionnalisation. Non, il n'y en était pas question. On ne voulait pas traiter de questions religieuses dans leur débat. Il n'y avait pas question. Mais la présence de ces syndicats nationaux, finalement, qui voulaient aussi syndiquer les syndicats dans les autres provinces, les syndicats dans les autres provinces, les travailleurs n'étaient pas intéressés. Il n'y avait pas ce nationalisme canadien dans une perspective québécoise, là. Mais ces syndicats-là voulaient se répandre par tout le Canada. Mais ça n'a pas marché. Avant ça, il y a eu Monseigneur Tachereau, qui était archevêque cardinal de Québec, qui s'est opposé aux Chevaliers du Travail, hein. Mais les évêques américains, ils sont intervenus auprès de Rome pour le rappeler à l'ordre. Rome le rappelait à l'ordre. Alors, à partir de 1891, dans l'encyclique Rerum Novarum, l'Église admet la présence de corporations ou de syndicats. Alors donc, l'Église québécoise, elle ne s'oppose pas à l'existence de syndicats. Mais comme à partir du début du siècle, l'industrialisation, il y a beaucoup de grèves qui surviennent, puis le syndicalisme international se répand. Là, elle sent le besoin, à partir de 1912 à Chicoutimi, dans le diocèse de Chicoutimi, parce que les syndicats internationaux sont en train de syndiquer les travailleurs de la construction à Chicoutimi, de créer des syndicats catholiques. Et puis, ça va se répandre dans les autres diocèses du Québec. Et à Montréal, mais avec beaucoup de difficultés à percer à Montréal. Parce que les syndicats internationaux, quand ils s'implantent, là, ils sont difficilement... Oui. Quand le clergé décide de fonder des syndicats catholiques, il y a au Québec, particulièrement à Québec, des syndicats qui n'ont pas de lien avec les syndicats internationaux. Et c'est à partir de ceux-là que l'abbé Fortin, en particulier, l'abbé Fortin les a convertis à devenir syndicats catholiques.
Parce qu'au départ du syndicalisme de la CTCC, là, le gros de ces syndicats, ils se retrouvent à Québec, en particulier les syndicats de la chaussure, de la ville de Québec. D'ailleurs, leur siège social, au début, il est à Québec. Il n'est pas à Montréal, il est à Québec. Le président de International Boots and Shoes Workers, il est venu à Québec pour essayer de les convertir en 1900. Il ne voulait pas du tout. Les syndicalismes catholiques ont de la difficulté à prendre l'expansion et devra mettre l'accent, même très tôt, à partir de 1918, sur la négociation collective, sur négocier de bonnes conventions collectives de travail. Mais ça veut dire un bon rapport de force, ça veut dire de regrouper les travailleurs par métier, ça veut dire de demander l'atelier fermé, hein, l'atelier fermé pour le syndicat, pour son syndicat à lui. Hein. Alors donc, ça veut dire donc faire des grèves à l'occasion. Hein? Et ils en font. Ils en ont 50 grèves, les syndicats catholiques de 1921, si vous voulez, à 1940. Alors, donc, sur la perspective projet social, revendication auprès du gouvernement, les syndicats catholiques rencontrent aussi le ministère... les gens du ministère du Travail, à chaque année, il y a une délégation qui rencontre le gouvernement. Eh bien, ils ont tout un programme législatif. Mais la première revendication qui a été faite en 1918, avant la création de la CTCC, c'est qu'ils étaient contre l'instruction gratuite et obligatoire. Ouais. Ils ont été contre le vote des femmes aussi. Ils ont été contre jusqu'à ce que le gouvernement Godbout adopte sa loi. Alors donc, ils ont de la difficulté quand même à se développer parce qu'ils rencontrent une forte opposition des internationaux. Alors, ils regroupent peut-être 20-25 30 au maximum des années 30 de syndiqués catholiques au Québec, tandis que les internationaux en groupent 50 ça dépend des périodes, 50 et ils ont une poussée encore plus importante avec des syndicats internationaux de type industriel. Fin des années 30, début des années 40. Alors, les syndicats catholiques, une des raisons de leur déconfessionnalisation, c'est qu'ils se rendent compte à la fin des années 50 qu'ils ne progressent pas aussi vite que les internationaux. Hein, ils pensent à un moment donné de s'unir au CTC, au Congrès du travail, de s'unir dans une One Big Union, oui. Qui va faire un lien, là. Alors, les syndicats internationaux sont, dans les années 50, une force importante, mais ils sont moins visibles. C'est quand la création de la FTQ, quand un plus grand nombre de syndicats internationaux vont faire partie de la FTQ, qu'à partir de 1965, il devient beaucoup plus présente, enfin, c'est pas une centrale, c'est une fédération provinciale, mais il devient beaucoup plus présente sur la scène politique québécoise, avec les nombreux syndicats de la construction, parce que les syndicats internationaux, depuis la fin 19e, début 20e, ils s'implantent fortement dans l'ensemble du Québec, dans les syndiqués de la construction, chez les syndicats de la construction. Et donc, le gouvernement provincial, il commence à vouloir négocier au niveau provincial les syndicats internationaux de la construction. Alors, donc, ils ont peu de visibilité au Québec. C'est pourquoi les intellectuels des années 50, les chercheurs ne s'intéressent pas aux syndicalisme international. Ils n'ont pas l'impression que c'est important, que c'est significatif. Alors que ça a été majoritaire pendant tout le siècle. Oui, ça a été majoritaire pendant tout le siècle. Ils ont une influence sur les politiques gouvernementales, sur toutes sortes d'aspects des politiques gouvernementales. Je suis conscient de l'importance du syndicalisme international et je poursuis mes recherches. Tu es conscient de cette importance. Est-ce qu'à l'époque, c'est généralisé chez les historiens de reconnaître cette importance? Non, non. Alors, chez les historiens, non, parce qu'au départ, ils ne s'intéressaient pas à l'histoire du Québec, c'était l'histoire du Canada français, du Canada français, et politique, plutôt. Ils faisaient porter leurs recherches là-dessus. Mais, quand on a commencé à se spécialiser en histoire du Québec, on se rend compte que, les historiens et d'autres, que le développement du Québec, industriel, économique, d'urbanisation et dans le domaine social, est semblable à la province voisine. Et les recherches des historiens des années 70-80 s'orientent dans ce sens-là. Mais la mémoire collective du Québec
elle est définie par les sociologues, influencée par l'école sociologique de Chicago, la perspective canadienne-anglaise et américaine du Québec, qui est une société traditionnelle, agricole, dominée par le clergé, à l'exemple du gouvernement Duplessis, enfin, qui était un gouvernement conservateur. Ça, c'était la croyance... La croyance globale. Même en milieu intellectuel. Oui, en milieu intellectuel, c'était ça. C'est-à-dire que le Québec souffre d'un retard. Il est dans une position... Les francophones sont dans une position d'infériorité, pour beaucoup à cause de l'influence du clergé et du conservatisme du gouvernement Duplessis. Mais donc, on projette dans le passé le régime Duplessis ou l'influence cléricale sur toute l'histoire politique et économique d'avant. Comme si la grande noirceur de l'époque de Duplessis, là, qui a été caricaturée beaucoup, c'était continu à partir du 19e siècle. Depuis 100-150 ans. Le Québec, donc, n'avait pas de bourgeoisie, il n'y avait pas de mouvement ouvrier, on était une société agricole. Ça, c'était la croyance. C'était la croyance. Aux États-Unis, au Canada anglais, ça, c'est sûr. Mais tu me parles de l'école de Chicago qui a influencé les sociologues québécois. Oui. Et quel sociologue en particulier? En particulier Jean-Charles Falardeau, qui était sociologue à Laval, qui a étudié à Chicago. Ces sociologues-là, ils sont traumatisés par le duplessisme. Ils veulent un changement de régime. Les intellectuels, il y a un groupe d'intellectuels qui souhaitent un changement d'orientation politique du Québec. Alors, à partir de leur analyse de la situation du Québec, ils développent une histoire du Québec, une interprétation de l'histoire du Québec, et qui est une société agricole dominée par le clergé, qui accède au monde industriel à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans le domaine syndical, ça se manifeste à travers la grève de l'amiante de 1940. Tout a commencé là pour ces intellectuels. Tout à l'heure, ils ont écrit un volume. Falardeau a signé la préface du volume dirigé par Pierre-Éliott Trudeau. Ça s'appelle La grève de l'amiante de 1949. Alors, c'est devenu... Et la grève est un échec complet. Mais c'est pas ça qui, pour eux, est important. Ça montre que les travailleurs québécois se manifestent comme force sociale, nouvelle force sociale, en opposition au régime Duplessis. La grève illustre ça. Mais on ne sait pas complètement ce qui a pu se passer auparavant. On a gommé ça. Hein? On a gommé ça, c'est parce que, comme j'ai dit tantôt, ils ont fait un travail de sociologue à partir d'une recherche historique mince. Mais quand les historiens se mettent à travailler dans le domaine, bien là, ils vont chercher, dépouiller les journaux d'époque. Enfin, ça fait partie de leur formation. Hein? Ils font des fiches sur les journaux de l'époque. Ils essaient de trouver toutes les sources disponibles, dont celle du ministère fédéral du Travail, dont j'ai parlé tantôt. Il en ressort de ça un portrait tout à fait différent de celle diffusée par les sociologues qui veulent la fin du régime Duplessis, là, qui sont traumatisés. Enfin, c'est le mot traumatisme du régime Duplessis, qui veulent changer ce conservatisme, transformer la société québécoise. Alors donc, c'est ce qui se fera à la Révolution tranquille, mais on ignore tout ce qui s'est fait avant, en particulier le régime Godbout, qui, de 1939 à 1944, ça fait quand même pas si longtemps, là. On ignore tout à fait la perspective social-démocrate moderne du gouvernement Godbout, qui vote le droit de vote pour les femmes, qui également est en faveur de l'assurance maladie, l'assurance chômage, loi des accidents, la nationalisation des entreprises de services publics, la Montréal Light, Eaton Power, qui sera nationalisée en 1944. C'est le premier embryon d'Hydro-Québec. Le premier embryon de l'Hydro-Québec, effectivement. Alors donc, ça, c'était revendiqué par les unions ouvrières, le syndicalisme international. Le syndicalisme catholique, ça, c'est différent. Mais les unions internationales revendiquent depuis 1919 le droit de vote pour les femmes, ce que je viens d'indiquer. Ils ont une perspective social-démocrate. Et même avant, ils réclamaient la nationalisation des services publics. Oui. Alors, Rodier, dans ses chroniques, là, dans la presse Les Patries, enfin, c'est ce qu'il développe. Là. Il veut, pour toutes sortes de raisons, il est très critique. Il développe l'idée de l'éducation gratuite obligatoire. Il y a une commission royale d'enquête sur le système d'éducation. Rodier
Et Frank témoigne, Gustave Frank témoigne à cette commission-là à Montréal. Puis à cette époque-là, il faut rappeler que le clergé est opposé à l'éducation gratuite et obligatoire. Tout à fait. Alors, la création du ministère de l'Éducation, les syndicats internationaux viennent proches. Enfin, le Parti ouvrier, lui, souhaite un ministère de l'Éducation, mais officiellement, les syndicats, parce que c'est une question beaucoup trop délicate pour eux, compte tenu du contexte de l'époque. Mais le clergé, c'est pas qu'en soi qu'il ne veut pas que les enfants reçoivent une éducation, mais ils ne veulent pas que l'État s'ingère dans ce domaine-là, parce que ça risque d'amener à la déconfessionnalisation du système scolaire québécois, à la création d'un ministère de l'Éducation et à la déconfessionnalisation du système d'éducation québécois. Donc, ils s'y opposent fermement. Les gouvernements libéraux viennent bien proches. Hein? Le gouvernement de Marchand, 1897, le premier ministre Marchand, a adopté à l'Assemblée législative, créé un ministère de l'Éducation. Il a formé un ministère de l'Éducation, mais c'est refusé au Conseil législatif de l'époque. C'est le Sénat québécois de l'époque. Mais Rodier est en beau maudit dans sa chronique à cause de ça. Il voudrait la suppression du Conseil législatif, la suppression du Sénat également. Alors donc, ça fait partie des revendications des syndicats internationaux aussi, la suppression de ces institutions conservatrices. Donc, il y a deux orientations dans la société québécoise à partir des années 30, québécoises et canadiennes, surtout québécoises, c'est sa caractéristique. Côté conservateur, ça s'incarne dans le Duplessis, et du côté social-démocrate, plus à gauche, le mouvement syndical et Godbout. Okay. Il y a ces deux orientations-là. Duplessis, qui est réélu en 1939 et 1959-60, il y a une perspective conservatrice du Québec. Et le Parti libéral, toujours sa perspective social-démocrate, mais il est en attente. Mais il réussit quand même à chercher 40% du suffrage, là, à peu près. Puis boum, 60, là, quand les gens ont été prêts à un changement d'orientation, ben là, il prend le pouvoir, puis il réforme. Il réforme dans une perspective social-démocrate. Ouais. Est-ce qu'Hamelin lui-même est étonné de découvrir tout ça, ou s'il y avait déjà l'intuition que ça existait? Non, il était étonné. Il était étonné de suivre tout ça. C'est pour ça qu'il a organisé un séminaire. Qui en a fait pendant des années, quelques années. Oui, il y en a 4 à 5 ans sur le syndicalisme québécois. Alors, dans ses travaux, il était étonné et ça se reflète dans son histoire économique. Il y a un chapitre qui est consacré au mouvement ouvrier. Alors oui, il y a deux perspectives, là. Vous avez la perspective catholique, le syndicalisme catholique, les organismes sociaux catholiques, les intellectuels catholiques, le clergé, qui ont un projet de société conservateur. Moi, j'appelle ça clérico-conservateur. Et puis, vous avez le projet de société qui est celui du Parti libéral depuis le début du siècle. Il y a un libéralisme modéré, qui n'est pas anticlérical, mais un libéralisme modéré. Et ce libéralisme modéré, il se transforme en social-démocratie à partir du congrès du Parti libéral en 1938. Et le gouvernement du Parti libéral, il est élu en 1939 et applique son programme. Et ce programme-là du Parti libéral en 1938, du prochain gouvernement Godbout, il est inspiré en partie des revendications ouvrières formulées par les unions internationales depuis le début du siècle. Depuis le début du siècle, effectivement. Ces revendications-là, elles sont permanentes, elles suivent, elles sont exprimées à plusieurs reprises par le mouvement syndical ouvrier. Donc, c'est pas uniquement à Montréal, mais les conseils centraux dans les autres villes du Québec, il y en a 7 internationales dominées par les syndicats internationaux au Québec à l'époque. Il y en a 7. Alors, ils ont les mêmes revendications auprès des conseils municipaux. Et ici aussi, le CMTM à Montréal, aussi pour le conseil municipal, c'est dans la même perspective. Il revendique, par exemple, la municipalisation des transports publics. Oui, transports publics, des parcs, toutes sortes. Alors, c'est ce que j'ai développé récemment dans une publication. Alors, donc, en 1938,
dans l'opposition, le Parti libéral organise un congrès à Québec qui réunit 1000 délégués venant de toutes les régions du Québec. Il veut se réformer. On est dans le sillage de la crise économique des années 30. Réformer. N'importe quelle organisation peut présenter ses revendications, un cahier de revendications. Les syndicats internationaux, ils se présentent avec Raoul Trépanier, qui était président de la future FTQ, enfin FPTQ, c'est la Fédération provinciale du travail. Qui a été créée en 1937. Oui, c'est ça. La Fédération provinciale des travailleurs du Québec. C'est ça. Qui regroupait les syndicats de métier. Les syndicats de métier, l'Union internationale de métier. C'est l'ancêtre de la FTQ. C'est ça. Mais avant, la FTQ jouait un rôle très important, c'était le CMTM. Conseil du travail. Conseil du travail de Montréal, parce que 60% des syndicats internationaux au Québec sont à Montréal. Les syndicats internationaux, Raoul Trépanier, présentent leur mémoire et c'est finalement ce que adoptent les politiques adoptées par le gouvernement Godbout, qui lui aussi change d'orientation d'un libéralisme modéré à la social-démocratie, à une perspective social-démocrate. Il y avait aussi à l'intérieur du Parti libéral des intellectuels plus progressistes. Alors, le CMTM emprunte son programme social-démocrate, il l'emprunte via le Canada anglais, mais via le Parti travailliste britannique. Oui, au tout début, ils sont très inspirés par les travaillistes. C'est ça, les travaillistes britanniques, qui, le congrès, Trade Union Congress en Angleterre, où ils créent un parti travailliste, un Labour Party au début du siècle. Donc, c'est vrai. Alors, le Canada, les Canadiens anglais, en particulier, sont très proches de la Grande-Bretagne. Alors, tout ce qui est bon pour la Grande-Bretagne, c'est bon pour la Grande-Bretagne, c'est bon chez nous aussi. Enfin, alors, de sorte que la perspective sociale, la perspective de revendication sociale des syndicats internationaux au Canada auprès du gouvernement fédéral ou que ce soit des provinces, la perspective social-démocrate, elle vient de là, enfin, du Labour Party britannique, qui connaît beaucoup de succès. Il est élu en 1921, je crois, et plusieurs députés au début du siècle aussi. Alors, donc, les colonies britanniques, y inclut l'Australie, la Nouvelle-Zélande, forment des partis ouvriers et influents. Alors, c'est pourquoi l'évolution du syndicalisme au Canada se fait dans une perspective différente des États-Unis. Que le syndicalisme international, les syndicats internationaux ont au Canada un projet de société différent de celui des Américains, qui deviennent plus progressistes dans les années 30, mais avant, leur perspective est différente. Alors, pour le syndicalisme international, la conception qu'ils ont des relations de travail, les méthodes d'organisation, vient des États-Unis. Mais pour ce qui est du projet de société, là, ils sont indépendants, ils sont autonomes. Le CMTM, l'actuel CTC, Congrès du travail du Canada, jusqu'à nos jours. Alors, ils ont une perspective social-démocrate, alors qui influence le Parti canadien. Si l'orientation sociale et à l'égard du syndicalisme est plus libérale au Canada qu'aux États-Unis, c'est à cause de cette influence britannique-là. Alors qui s'exerce aussi au Québec, dans le syndicalisme international, qui font des revendications auprès du gouvernement québécois. Il y a une délégation à chaque année, à partir de 1896. À chaque année, il y a une délégation d'une douzaine de personnes, une vingtaine de personnes, qui rencontrent le premier ministre avec un cahier de revendications précises dans le domaine des législations du travail, que ce soit les accidents de travail, que ce soit la nationalisation des services publics ou de Dieu sait quoi. Le droit de vote des femmes. Le droit de vote des femmes, exactement. En 1921, je pense que c'est en 1921, ils ajoutent à leur délégation le comité qui se bat pour le vote des femmes. Ils ajoutent même à leur je pense que c'est 1921, à leur délégation, enfin, ce ne sont pas des syndicats internationaux, et ils l'ajoutent à la délégation, et le monde ouvrier fait la promotion du droit de vote pour les femmes. Il y a des femmes, d'ailleurs, qui sont appelées à chroniquer dans le monde ouvrier. Idola Saint-Jean, elle est de la délégation de 1921, Idola Saint-Jean. Alors, Gustave Frank ouvre ses portes, qui est un social-démocrate, ouvre ses portes aux groupes féministes en question. Alors donc, les revendications
influence la législation du gouvernement provincial dans le domaine des relations de travail. Il y a certaines années, tous les ministres sont là. Ils sont là, ils accueillent la délégation du gouvernement du Québec, plus des députés. Des députés de région. Est-ce qu'on exagère en disant que la période de 39 à 44, où Godbout est au pouvoir, c'est un peu notre première révolution tranquille au Québec? Oui, c'est la première révolution tranquille. Mais les artisans de la révolution tranquille, Trudeau et compagnie, on l'oublié complètement, même si c'était peu d'années auparavant, même si ces réalisations étaient faites auparavant. Et le Parti libéral, dans les années 50, conserve ce programme interventionniste-là, dans les années 50. Il perd ses élections en 46, avec 46, la palme, 52, 56, etc. Mais cette idéologie-là, tu dis qu'elle reste dominante dans le programme du Parti libéral pendant les années du Plessis. Et c'est pas étonnant que ça arrive tout d'un coup en 1960. Non, c'est ça. C'est la continuité. Oui, c'est dans la continuité. Léon Dion, le politicologue Léon Dion, dit que on se méfie du Parti libéral parce que c'est un vieux parti. Oui. Même si un programme progressiste, c'est un vieux parti. Il ne faut rien attendre de lui. Comme pour Trudeau, il ne faut rien attendre du Parti libéral fédéral. Hein? Mais en 1960, hop, le Parti libéral, c'est à travers le Parti libéral provincial qu'on effectue la Révolution tranquille, les changements. Puis lui, Trudeau, et effectivement, des changements qu'il veut apporter au Canada social et politique, c'est à travers le Parti libéral fédéral. Oui, d'un coup, il va découvrir le Parti libéral. Il était proche du NPD avant, il était proche du NPD dans les années 50, mais là, c'est le Parti libéral, c'est le politique. C'est à travers le politique qu'on va effectuer des changements. Alors, donc, effectivement, il y avait donc l'amorce d'une révolution tranquille, enfin, les fondements chez Godbout. Mais là, ça, la mémoire collective, absolument pas. Même de nos jours, cette perspective-là ne fait pas partie de notre mémoire collective. On est toujours dans le conservatisme du Québec avec 1945. Alors, dans les années 70-80, plusieurs historiens québécois, à partir d'une recherche beaucoup plus approfondie, présentent le Québec sous un œil différent. Oui. Je dis, moi, dans la perspective, on a affaire à un Québec distinct. Il y a une présence cléricale par rapport aux autres sociétés nord-américaines. Un Québec distinct et diversifié. Il est diversifié. Il y a différentes tendances au Québec, des tendances conservatrices. C'est ça qui a été comme oublié par beaucoup d'intellectuels pendant des années. Oui. Parlons des communistes dans le mouvement syndical. Oui, alors dans le syndicalisme international, à partir de la fin des années 30, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans certains syndicats, il y a des communistes qui sont très militants. Le Parti communiste est faible au Québec, très faible au Québec, mais ils sont très militants. Et à l'occasion de la guerre froide, le syndicalisme aux États-Unis cherche à exclure ces syndiqués, ces leaders syndicaux. Il exclut aussi des syndicats comme la UI. Des syndicats aussi qui sont dominés, qui sont influencés par ces travailleurs communistes. Il y en a au Québec aussi pendant la guerre, mais il y en a moins. Mais dans la tendance conservatrice issue des années 30, de la grande crise économique des années 40, alors Duplessis en est issu. Alors dans sa philosophie, dans son idéologie, il est situé à droite de l'échiquier politique. Alors, ce qui est situé à l'extrême gauche, mouvement communiste, tout de suite, il s'en prend à ça. Mais ça va plus loin que ça, parce que Duplessis, si je ne m'abuse, confond toute forme de progressisme avec le communisme. Et quand il accuse des gens comme Trépanier, de la Fédération provinciale des travailleurs du Québec, d'être communiste, c'est complètement une fabulation. Ces gens-là n'étaient pas communistes. Non. Il y avait, évidemment, dans les travailleurs, dans les syndicats du vêtement, des communistes. Oui. Mais lui, il n'était pas. En fait, pour lui, ce qui était, comme je dirais l'Église, ce qui était social, même chez les socialistes, il était mal perçu. Comme disait l'Église à l'époque, le socialisme, la social-démocratie, c'est l'antichambre du communisme. Alors, ils assimilaient tout. Là.
Oui, ils allaient chez l'Église et chez Duplessis. Et à partir de la crise de 1929, les gouvernements en Occident, ils peuvent orienter le changement du côté plus à gauche, social-démocrate, socialiste, communiste, si vous voulez, ou encore plus à droite, comme fasciste, naziste. Oui, le corporatisme, c'était d'ailleurs l'idéologie sociale de l'Église à l'époque, dans les années 20 ou 30. C'est ça, corporatiste. Alors, Duplessis... Ça a été la philosophie officielle des syndicats catholiques jusqu'à la fin des années 40. Oui, c'est ça. Il y a une distinction entre les pratiques syndicales et leur idéologie, leur revendication auprès du gouvernement. Déjà, ils avaient commencé à développer un syndicalisme plus combatif. Oui, parce qu'ils auraient perdu leur membre. Ouais. Il n'aurait pas dit les membres travailleurs, c'est pas fou. Si vous voulez, si l'adhésion, le payer de cotisation syndicale ne leur apporte rien, leur apporte peu, ils vont joindre le syndicalisme international. Bon, en tout cas, Duplessis, finalement, est imprégné de cette idée-là, de l'idée de l'ordre, de l'autorité. Il y a une vision paternaliste des relations de travail. Son anticommunisme est très marqué chez lui. Ses politiques le reflètent de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959-1960. Et donc, il y a répression. Alors, c'est pourquoi cette répression à l'égard du mouvement du syndicalisme international, du projet de société des syndicats internationaux, font en sorte que les syndicats internationaux décident en 1937, Trépanier est là-dessus, de fonder une fédération provinciale du travail du Québec. Parce que les syndicats internationaux sont accusés par le gouvernement du Québec, puis dans la presse conservatrice, cléricale conservatrice, d'être dominés, orientés par les communistes. Alors, c'est pas du tout le cas, mais pour défendre le syndicalisme international dans ce contexte-là, on forme la FPTQ, Fédération provinciale du travail du Québec. Alors, c'est uniquement la deuxième ou trois, il n'y en a pas en Ontario. Les fédérations provinciales. La fédération provinciale, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y en a deux qui sont nés dans les Maritimes, oui. Mais il n'y en a pas en Ontario. Et c'est une des premières, et sous l'influence de Frank. Sous l'influence directe de Gustave Frank. C'est Frank qui était vice-président du CMTC, du Congrès des métiers du travail du Canada à cette période-là. Il nous faut, pour défendre le syndicalisme international, une fédération provinciale. Et ils organisent, dans les années 30, des causeries à la radio pour expliquer ce que sont les syndicats internationaux. Et il y a un événement qui est important qui est survenu au CMTC, c'est en 1936 ou 1937. Le Congrès des métiers du travail du Canada organise son congrès à Montréal. Et on vote une résolution d'appui, on est durant la guerre civile espagnole, d'appui aux républicains espagnols. Aux républicains espagnols versus Franco, les franquistes, les fascistes. Mais la presse conservatrice, le Devoir, etc., évidemment, ce gouvernement républicain qui est composé d'un certain nombre de communistes assassine et d'anarchistes, assassine les prêtres, brûle les églises, etc. Et les syndicats internationaux essaient de répliquer que nous ne sommes pas des syndicats communistes, qu'il faut analyser différemment la situation en Espagne. Duplessis profite de cette situation. C'est le grand rassemblement anticommuniste à Montréal par l'Église catholique en 1936. Actuellement, il y a deux perspectives différentes qui se développent chez les historiens québécois. Les jeunes historiens s'intéressent à l'histoire du Québec, qu'une recherche empirique, une recherche approfondie, alors de nombreux chercheurs, et qui développent l'idée que le Québec s'industrialise et s'urbanise à même rythme que les autres sociétés nord-américaines, ou si le mouvement syndical se développe comme les autres sociétés nord-américaines, que le monde politique est touché par le courant social-démocrate, etc. Et donc, dans les années 70 et 80, ça va aboutir à la synthèse d'histoire du Québec contemporain de Durocher-Lintot-Robert, en deux volumes, deux gros volumes, tous ces volumes-là. Mais à partir des années 90, les historiens mettent l'accent sur l'histoire intellectuelle et culturelle du Québec.
Alors, ils reviennent à une interprétation qui était celle des sociologues et intellectuels des années 40-50. Okay. Ils s'intéressent au mouvement conservateur, aux groupes conservateurs, aux journaux conservateurs, à l'action catholique, à l'éducation catholique, des choses comme ça. La perspective progressiste différente des historiens des années 70 et 80, elle influence peu la mémoire collective du Québec. La mémoire collective est toujours... On est revenu aux simplifications. C'est aux simplifications, à la théocratie. Je lis dans Le Devoir, souvent, récemment, un chroniqueur. Le Québec, avant 1950-60, on vivait dans une société théocratique. Théocratique, rurale, théocratique, agricole, dominée par le clergé, etc. Il n'y a pas de force d'opposition. On interprète mon histoire et l'histoire du Rocher Linteau Robert, comme ces historiens veulent faire du Québec une société semblable aux autres sociétés nord-américaines. Rien d'intéressant, donc, avant le Québec des années 60, 50. Mais c'est pas ce que les faits montrent. Facts matter. Les faits comptent. Pas simplement l'analyse idéologique, les intentions de... Le clergé qui va faire pense que. Notre histoire, elle est différente et diversifiée. Il y a un mouvement conservateur et le syndicalisme catholique, puis il y a un mouvement aussi progressiste qui est le syndicalisme international. Vous avez les deux diversifiés. Le syndicalisme est diversifié. Le monde politique est diversifié. Le monde patronal est diversifié au Québec pendant cette période-là. Le syndicalisme international pense telle chose. Le gouvernement de Godbout pense telle chose et réalise telle chose. Que le monde des politiques québécois, ils veulent le pont de Québec. C'est une réalité qui illustre la diversité du Québec. Et la tendance est située toujours au niveau du conservatisme. C'est pas ce que les faits montrent. Si vous n'en êtes pas convaincu, maintenant, vous pouvez aller sur le web. Les journaux québécois sont là. Lisez Le Soleil, le journal La Presse ou n'importe quel, ou le Nouvelliste des années 50 ou n'importe quel journal, vous allez vous recevoir qu'ils ont une perspective différente. Ils ne font pas partie du mouvement d'Action catholique. Hein? Non. Ou les chambres de commerce, les 100 chambres de commerce du Québec qui existent en 1910 et 20, ça ne fait pas partie du mouvement d'Action catholique. Ils ont comme objectif le développement économique du Québec, le développement des affaires. On est une société distinct, ça c'est certain. Le clergé a une influence profonde sur notre société, ce qui nous distingue des autres sociétés nord-américaines, mais nous sommes diversifiés. Il y a des influences qui nous viennent d'Europe, de l'Europe catholique, mais il y a aussi des influences qui se font sentir du reste de l'Amérique du Nord, du Canada anglais, du reste de l'Amérique du Nord aussi. Alors c'est les deux, on combine les deux, comme de nos jours. J'ai senti un peu d'amertume au fait que tu constates qu'aujourd'hui, il y a peu d'historiens qui s'intéressent à l'histoire du mouvement ouvrier. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de profs. Il n'y en a pas. Le syndicalisme, l'action syndicale fait moins l'objet de manchettes. Les syndicats sont sur la défensive de développer cette thème-là. Ça a commencé à la fin des années 80. C'est à la fin des années 80. Avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme. La récession économique, le haut taux de chômage, ça fait moins la manchette. Mais moi, pendant des années, jusqu'encore maintenant, je recueille dans les journaux, depuis 40 ans, les articles qui portent sur le syndicalisme dans Le Devoir et dans la presse. Mais dans les années 70, là, mon cahier par année d'articles... Comme je le disais tout à l'heure, il y avait des chroniqueurs syndicaux attitrés, ce qui n'existe plus dans les journaux aujourd'hui. Non, ça n'existe plus. Et puis... Donc, l'action syndicale, les grèves, etc., les grèves du secteur public font en sorte que les journaux traitent souvent de cette question-là. Alors, les journaux ont été une source intéressante, ont été une source riche pour moi. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de pages d'histoire, mais j'invite un peu tout le monde à aller voir plus précisément ta contribution marquée, je pense, à la connaissance non seulement du mouvement ouvrier québécois, mais
du véritable socle sur lequel s'est bâtie la société québécoise. Oui, c'est ça, qui comprend l'influence du mouvement syndical et du syndicalisme international au Québec depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, et qui se manifeste au niveau politique, enfin en termes de revendications politiques, de gains faits auprès du gouvernement, de modification de la législation sociale, de la législation ouvrière, et sur toutes sortes d'aspects, et en termes aussi de gains économiques qui ont été faits lors de la négociation de conventions collectives du Québec. Bien, mon cher Jacques, merci beaucoup. Je vous en prie.